C'était l'une des émissions les plus emblématiques de l'histoire de la télévision. De 1990 à 1996, Le Prince de Bel-Air nous a offert 6 saisons de rire, de larmes et de moments qui résonnent encore 30 ans plus tard. Un jeune rappeur de Philadelphie, sans aucune expérience d'acteur, à qui on avait confié sa propre série et qui, contre toute attente, devint l'une des sitcoms les plus aimées de l'histoire de la télévision. Mais que sont devenus les acteurs quand les caméras ont cessé de tourner? Certains sont devenus des légendes, d'autres ont complètement disparu. Certains ont livré des batailles que le public n'a jamais vraiment comprises. Et d'autres encore ont bâti des choses qui survivront à la gloire. Voici l'histoire des acteurs du Prince de Bel-Air, où ils étaient, ce qu'ils sont devenus et où la vie les a emmenés dans les décennies qui ont suivi. Numéro 1. Joseph Marcel dans le rôle de Geoffrey, le majordome. Commençons par l'homme dont l'humour pince sans rire et le parfait sens comique ont fait de lui l'un des personnages secondaires les plus aimés de la télévision des années 90. Joseph Marcel a joué Geoffrey, le majordome, l'intendant britannique à la langue acérée et d'une dignité suprême, qui supportait la famille Banks avec un mépris à peine voilé et qui, au fond, les adorait manifestement tous. Il avait 41 ans lorsqu'il apparut à l'écran pour la première fois en septembre 1990. Aujourd'hui, il en a 77. Ce que beaucoup de gens ignoraient, c'est que Marcel était déjà un comédien de théâtre de formation classique avant Le Prince de Bel-Air, formé à la London Academy of Music and Dramatic Art et ancien membre de la Royal Shakespeare Company. Il était, discrètement, l'une des personnes techniquement les plus douées de tout ce plateau. Lorsque la série prit fin, il retourna directement au théâtre. En 2013, il interpréta le roi Liard dans une production du Globe Theatre qui fit le tour du monde avec des critiques extraordinaires. Il apparut également dans EastEnders et continua à travailler régulièrement dans le cinéma et la télévision britannique. Les projecteurs n'ont jamais été son objectif. Le métier l'a toujours été. En 2026, Joseph Marcel était dans la soixantaine avancée et continuait à jouer, à dominer les scènes, à porter cette dignité inimitable qui avait rendu Geoffrey le majordome si inoubliable. Une carrière bâtie non pas sur la poursuite de la célébrité, mais sur un véritable engagement artistique. Et en regardant tout ce qu'il a accompli, il est difficile de ne pas ressentir une admiration silencieuse pour un homme qui savait exactement qui il était, aussi bien devant les caméras qu'en dehors. Numéro 2. Daphne Maxwell, Red dans le rôle de Vivian Banks. Il y a 2 Vivian Banks, et selon le moment où vous avez grandi en regardant Le Prince de Bel-Air, l'une d'elles a entièrement façonné votre conception de ce que devrait être une matriarche télévisuelle. Daphne Maxwell Reid reprit le rôle de Vivian Banks à la 4e saison, succédant à Janet Huber dans des circonstances qui, à l'époque, étaient enveloppées de mystères et de messages publics soigneusement gérés. Elle avait 44 ans lors de sa première apparition à l'automne 1993. Aujourd'hui, elle en a 77. Une femme qui a condensé plusieurs vies d'accomplissement en ces décennies. Elle n'était pas inconnue. Daphne Maxwell Reid avait déjà fait l'histoire de la télévision en étant l'une des premières femmes noires à apparaître en couverture du magazine Glamour. Mannequin, actrice, femme d'affaires, ce que beaucoup de gens ne remarquèrent pas, c'est qu'elle et son mari, l'acteur Tim Red, construisaient discrètement l'un des plus grands studios cinématographiques appartenant à des Noirs dans l'histoire des États-Unis, les New Millennium Studios à Petersburg, en Virginie. Pendant que d'autres acteurs couraient après les rôles, elle bâtissait une infrastructure pour la narration noire. Après la réunion de 2020, elle maintint son lien avec la franchise. Lorsque Bel-Air débarqua sur Peacock en 2022, Daphne Maxwell Reid apparut dans la première saison, interprétant un nouveau personnage nommé Helen, bénissant discrètement le reboot de sa présence, un passage de témoin, accomplie avec sa grâce caractéristique. En 2026, elle reste femme d'affaires, pionnière et l'une des figures les plus sous-estimées de l'histoire du Prince de Bel-Air. Numéro 3. D.J. Jazzy Jeff dans le rôle de Jazz. Toute grande sitcom a ce personnage récurrent qui débarque, cause des ennuis et se retrouve littéralement jeté dehors. D.J. Jazzy Jeff a joué Jazz, le meilleur ami de Will, indésirable dans la demeure des Banks et protagoniste de l'un des gags les plus aimés de la série. Semaine après semaine, Jazz disait ou faisait quelque chose de travers, et l'oncle Phil le projetait physiquement hors de la maison. Le gag ne vieillissait jamais. Jazz non plus. Il avait 25 ans quand le programme débuta en septembre 1990. Aujourd'hui, il en a 61. Et d'une certaine façon, aucun des 2 chiffres ne correspond vraiment à l'image du type qui se faisait propulser par cette porte d'entrée. Ce qui rendait tout cela encore plus savoureux, Jazzy Jeff, né Jeffrey Allen Towns à Philadelphie, était déjà lauréat d'un Grammy avant même que la série ne soit diffusée. Lui et Will Smith remportèrent le tout premier Grammy de la catégorie Meilleure interprétation rap
En 1989, pour Parents Just Don't Understand, Jazz était un bouffon. Jazzy Jeff était une légende. Après, Le Prince de Bel-Air, il continua à construire cette légende. Il fit des tournées à travers le monde, collabora avec des artistes de tout genre et fut largement reconnu comme l'un des plus grands DJ en activité. Sa loyauté envers Will Smith ne vacilla jamais au fil des décennies, collaborant toujours, restant le même gars de Philadelphie de toujours. En 2026, DJ Jazzy Jeff parcourait le monde en tournée, sortait de la musique, accompagnait de jeunes artistes et portait son héritage avec la confiance calme et détendue d'un homme qui sait exactement ce qu'il a bâti. Il n'avait pas besoin de la validation d'Hollywood, il avait quelque chose de mieux, le respect authentique de toute une culture. Numéro 4, Tatiana Ali dans le rôle d'Ashley Banks. C'était la petite sœur, attachante, douce, un peu gâtée dans le meilleur sens du terme. Ashley Banks était la plus jeune des enfants Banks, et Tatiana Ali l'a jouée avec une naturelle qui rendait le personnage complètement réel. Elle n'avait que 11 ans lorsque Le Prince de Bel-Air débuta en septembre 1990. Aujourd'hui, elle en a 47, ce qui signifie qu'elle a désormais vécu plus d'années après cette série qu'avant elle. Ce que la plupart des téléspectateurs n'ont pas pleinement apprécié à l'époque, c'est que Tatiana Ali était une véritable enfant prodige. Née en 1979 à Brooklyn, à New York, elle se produisait dans Sesame Street dès l'âge de 6 ans. Elle faisait des doublages et des publicités en bas âge. Lorsque Le Prince de Bel-Air arriva, elle était déjà une professionnelle aguerrie, même si elle avait encore tout l'air d'être une simple enfant. Au fur et à mesure qu'Ashley grandissait à l'écran, Ali grandissait aussi. La série lui confia des intrigues de plus en plus complexes, et elle les aborda toutes avec une maturité bien au-delà de son âge. Ce que beaucoup de gens ignoraient, c'est que Tatiana Ali fréquenta l'université Harvard, où elle obtint un diplôme en études afro-américaines et en études féminines. Elle retourna au jeu d'acteur, reçut une nomination au Daytime Emmy pour The Young and the Restless et devint une militante publique de causes progressistes. Après la réunion de 2020, elle ne se contenta pas de célébrer le passé, elle devint une partie du futur. Lorsque Bel-Air débuta sur Peacock en 2022, Tatiana Ali apparut dans la 2e saison, interprétant une professeure de collège nommée Mrs. Hughes, un clin d'œil discret et chaleureux à la série qui l'avait révélée. En 2026, Tatiana Ali représentait quelque chose de véritablement inspirant, une enfant star qui avait grandi, fait des études, gardé les pieds sur terre et construit sa vie à ses propres conditions. Pas de scandale, pas de tragédie, juste une excellence silencieuse et constante. Numéro 5. Alfonso Ribeiro dans le rôle de Carlton Banks. Si vous prononcez les mots « la danse de Carlton » devant quelqu'un qui était en vie dans les années 90, il sait immédiatement de quoi vous parlez. Alfonso Ribeiro dans le rôle de Carlton Banks fut un phénomène. Le fils coincé, BCBG, et obsédé par Tom Jones de Philip Banks, devint l'un des personnages comiques les plus iconiques de la décennie. Et la danse, cette explosion de mouvements spasmodiques, joyeuse et totalement décomplexée, devint l'un des moments les plus imités de l'histoire de la télévision. Il avait 18 ans lorsque Le Prince de Bel-Air débuta en septembre 1990, à peine adulte. Aujourd'hui, il en a 54, et la danse de Carlton qu'il exécuta adolescent est encore reproduite lors de mariages, d'anniversaires et de fêtes scolaires partout dans le monde. Mais voilà la chose, Alfonso Ribeiro était déjà un artiste avant Le Prince de Bel-Air. Enfant, il était apparu dans une publicité Pepsi aux côtés de Michael Jackson. Il avait étudié la danse et joué à Broadway. Il était formé, il était prêt, et Le Prince de Bel-Air lui donna la scène pour montrer au monde ce dont il était capable. Carlton était, à bien des égards, le parfait faire-valoir comique de Will. Après la fin du Prince de Bel-Air, Ribeiro continua à jouer, apparaissant dans divers films et projets télévisés. Mais ce qui le catapulta de nouveau sous les feux de la rampe nationale fut quelque chose que personne n'avait vraiment prévu. En 2014, il rejoignit Dancing with the Stars en tant que candidat et gagna. Il ne fit pas que concourir. Depuis 2015, il anime America's Funniest Home Videos. En 2022, il devint co-animateur de Dancing with the Stars, d'abord aux côtés de Tyra Banks, puis avec Julianne Hough, consolidant sa place comme l'une des présences les plus chaleureuses et les plus appréciées de la télévision américaine en clair. Il y eut aussi un étrange épisode en 2019, lorsque la danse de Carlton se retrouva au cœur d'une bataille judiciaire, après que le mouvement fut intégré dans le jeu vidéo Fortnite sans autorisation. Ribeiro déposa une plainte, braquant un projecteur inattendu sur les questions de propriété de l'expression culturelle. Dans une interview candide en 2024, il admit quelque chose de surprenant.
Jouer Carlton a été la meilleure et la pire chose qui me soit jamais arrivée. Ça m'a empêché de jouer à nouveau parce que les gens ne pouvaient pas me voir autrement. Cette honnêteté était rafraîchissante. Et pourtant, en 2026, il a bâti une seconde carrière que Carlton Banks n'aurait jamais pu prévoir. Numéro 6, James Avery dans le rôle de l'oncle Phil. Il y a des acteurs qui jouent de grands personnages. Et puis il y a des acteurs qui deviennent ces personnages de façon si totale que les deux choses deviennent impossibles à séparer. James Avery était l'oncle Phil. Il avait 44 ans lorsque le pilote fut diffusé en septembre 1990. Il s'éteignit en décembre 2013, à l'âge de 68 ans, bien trop tôt. Sa vie n'avait pas été facile à ses débuts. Il servit dans la marine américaine, puis passa des années à faire des petits boulots tout en essayant de percer dans le métier d'acteur. Dans Le Prince de Bel-Air, il donna à l'oncle Phil un tempérament volcanique et un cœur immense. Il pouvait vous faire rire et pleurer dans la même scène. L'un des moments les plus célébrés de la série, quand Will s'effondre, après que son père absent l'abandonne une nouvelle fois, s'écroule dans les bras de Phil et sanglote. « Pourquoi il ne veut pas de moi, oncle Phil ?» est une scène qui dévaste encore les spectateurs des décennies plus tard. Avery ancra cette scène dans une tendresse silencieuse et dévastatrice qui transforma un moment de sitcom en quelque chose de genuinement profond. Ce que beaucoup de gens ignoraient, c'est que James Avery fut aussi un prolifique acteur de doublage. Il prêta sa voix à Shredder dans la série animée originale des Tortues Ninja, ce qui signifie que des millions de personnes grandirent en entendant sa voix, à la fois comme un père télévisuel bien aimé et comme l'un des méchants les plus iconiques des dessins animés, simultanément, sans savoir que c'était le même homme. Après la fin du Prince de Bel-Air, Avery continua à jouer dans des films et des séries télévisées, sans jamais perdre sa passion pour le métier. C'était le genre de professionnel qui élevait chaque projet qu'il touchait. Et puis, le 31 décembre 2013, James Avery s'éteignit à la suite de complications d'une opération à cœur ouvert. Il avait 68 ans. James Avery laissa un héritage genuinement irremplaçable. L'oncle Phil n'était pas seulement un personnage de télévision. C'était une figure paternelle pour toute une génération. Et James Avery, l'homme qui l'avait créé, méritait chaque goutte d'amour qui se déversa après sa disparition. Son absence fut profondément ressentie lors de la réunion de 2020 où Will Smith lui rendit hommage devant les caméras. Et elle fut ressentie à nouveau tout au long du reboot de Bel-Air, une série qui existe dans l'ombre du personnage qu'Avery avait créé. L'acteur qui joue l'oncle Phil dans le reboot, Adrian Holmes, a parlé ouvertement du poids de succéder à James Avery. Comme il se doit, il y a des chaussures qu'on ne peut pas remplir. On peut seulement les honorer. Numéro 7. Janet Hubert dans le rôle de la Vivian Banks originale. Janet Hubert joua la Vivian Banks originale. Ardente, passionnée, complexe, et pour beaucoup la version définitive du personnage. Puis elle disparut après la 3e saison, fut remplacée et publiquement montrée du doigt pendant des années. Elle avait 34 ans lorsqu'elle posa le pied pour la première fois sur ce plateau, en septembre 1990. Aujourd'hui, elle en a 70. Et les 3 décennies qui s'écoulèrent entre ces deux moments furent parmi les plus dures qu'un acteur de cette histoire ait eu à traverser. Et puis, elle disparut. Pendant des années, la version officielle resta vague. En réalité, Hubert était enceinte lors de la 3e saison. Elle traversait un mariage difficile. Elle faisait face à des problèmes personnels qui rendaient extraordinairement pénible le fait de se présenter au travail. Et lorsque les négociations de son contrat tournèrent mal, elle perdit le rôle. Elle perdit le revenu régulier. Et elle perdit sa réputation publique par la même occasion. Les années qui suivirent furent brutales. Elle eut du mal à trouver du travail. Elle connut des difficultés financières. Elle traversa un divorce douloureux. Et puis, en novembre 2020, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La docu-série de Will Smith, The Fresh Prince of Bel-Air, Réunion, ramena Janet Hubert dans la conversation. Elle et Smith s'assirent ensemble devant une caméra pour la première fois depuis son départ de la série. L'histoire de Janet Hubert est l'une des plus importantes de l'histoire du Prince de Bel-Air, non pas à cause du drame, mais pour ce qu'elle dit de la façon dont l'industrie du divertissement traite les femmes, en particulier les femmes noires, quand les choses tournent mal. En 2026, l'histoire de Janet Hubert est passée d'une histoire de perte à une histoire de dignité durement reconquise. Elle fut entendue, elle revint, et elle méritait tout cela. Numéro 8. Karine Parsons dans le rôle d'Hilary Banks. C'était la personne la plus fabuleuse de chaque pièce où elle entrait. Hilary Banks, élégante, égocentriste, infiniment citable et secrètement plus attachante qu'elle ne le laissait jamais paraître,
fut l'une des créations comiques les plus brillantes de la télévision des années 90. Karen Parsons l'interpréta avec un engagement de niveau génial pour le personnage. Hilary était vaniteuse, matérialiste et béatement inconsciente de sa propre absurdité. Et Parsons décochait chaque blague avec une précision qui paraissait naturelle, mais ne l'était absolument pas. Elle était, au sens le plus plein du terme, une actrice comique qui travaillait au sommet de son art. Elle avait 23 ans lorsque Le Prince de Bel-Air débuta. Aujourd'hui, elle en a 59. Et ce qu'elle fit de ces années est l'une des histoires les plus discrètement extraordinaires de tout ce casting. Après la fin du programme, Parsons continua à jouer et apparut dans divers projets cinématographiques et télévisés. Mais ce qu'elle bâtit en dehors d'Hollywood est la partie de son histoire qui mérite vraiment l'attention. En 2004, elle fonda Sweet Blackberry, une organisation à but non lucratif qui fait découvrir aux enfants les histoires méconnues de figures historiques noires à travers des courts-métrages d'animation. En 2026, l'organisation fonctionnait depuis plus de 20 ans, projetant ses films dans des écoles et des centres communautaires partout aux États-Unis. Elle en finança elle-même une grande partie. Ce que beaucoup de gens ignoraient, c'est que le reboot de Bel-Air vint et s'en alla en 4 saisons de 2022 à 2025. Et Karen Parsons fut l'une des membres originaux du casting qui n'y apparut pas. Elle n'avait pas besoin du caméo. Sweet Blackberry est son héritage, et il durera plus longtemps que n'importe quelle apparition télévisée qu'elle aurait pu faire. Numéro 9. Les pertes qui changèrent tout. Avant d'arriver au numéro 1, il vaut la peine de s'arrêter pour reconnaître quelque chose que la famille du prince de Bel-Air porta avec elle au fil des années. Le deuil. Le Prince de Bel-Air était une série sur la famille, sur le lien, sur les gens qui sont là pour vous-même quand c'est difficile. Et au fil des décennies, la vraie famille derrière cette famille fictive vécut son propre chagrin, ses propres départs, ses propres pertes irremplaçables. La mort de James Avery en 2013 toucha tout le monde le plus profondément. Mais 2024 apporta une autre perte que le monde du Prince de Bel-Air pleura en silence. Quincy Jones, le légendaire producteur qui avait soutenu la série dès le début et qui resta une figure aimée de tout le casting, s'éteignit en novembre 2024 à l'âge de 91 ans. Ses empreintes étaient un partout dans ce qui avait rendu le Prince de Bel-Air possible, y compris le thème musical lui-même. L'héritage du Prince de Bel-Air, ce ne sont pas seulement les visages célèbres. C'est tout l'écosystème qui bâtit quelque chose d'extraordinaire, et les pertes qui surviennent quand quelque chose d'aussi signifiant prend finalement fin, et quand les géants qui l'ont rendu possible nous quittent un à un. Il vaut la peine de se souvenir de chacun d'eux. Numéro 10. Will Smith dans le rôle du Prince de Bel-Air. En 1990, Will Smith était un rappeur de 22 ans, avec un Grammy, beaucoup de charme, zéro expérience d'acteur et un contrat télévisuel qui représentait, par n'importe quelle mesure raisonnable, un pari énorme. Il avait été fauché. Il avait dilapidé une fortune. Il devait des arriérés d'impôts au fisc. Il avait besoin que le Prince de Bel-Air fonctionne, pas seulement artistiquement, mais financièrement. Aujourd'hui, Will Smith a 57 ans. Et la distance entre ce jeune homme de 22 ans fauché et désespéré et l'homme qu'il est devenu est presque impossible à mesurer. Et ça fonctionna. Plus que ça. Il devint le point de référence culturelle définissant d'une génération entière. Will Smith, dans cette série, n'était pas simplement charmant. Il était quelque chose de plus rare, un talent naturel. La caméra l'adorait. Il avait une compréhension instinctive de la façon de jouer pour un public, de placer une blague, de faire pivoter une scène dramatique sans aucune formation formelle. Il apprit sur le tas et maîtrisa le métier plus vite que quiconque autour de lui ne s'y attendait. Après la fin du Prince de Bel-Air en 1996, Will Smith lança l'une des carrières cinématographiques les plus extraordinaires de l'histoire d'Hollywood. Il devint la plus grande star de cinéma de la planète. Ce n'était pas une hyperbole. Pendant une période à la fin des années 90 et au début des années 2000, les films de Will Smith garantissaient pratiquement le succès mondial au box-office. En novembre 2020, HBO Max diffusa The Fresh Prince of Bel-Air Reunion, un spécial qui réunit les membres survivants du casting pour la première fois depuis des années afin de célébrer le 30e anniversaire de la série. En 2020, Will Smith était bien plus que le Prince de Bel-Air. Il était une institution hollywoodienne, un philanthrope, un producteur, un homme avec 2 nominations aux Oscars à son actif et une base de fans mondiale qui s'étendait sur des générations. Ce qui suivit fut l'une des carrières cinématographiques les plus extraordinaires qu'Hollywood ait jamais vues. Et puis vint la nuit qui changea tout. Le 27 mars 2022, lors de la 94e cérémonie des Oscars,
Will Smith monta sur scène et gifla le comédien Chris Rock devant le monde entier. Ce moment survint quelques minutes avant qu'il ne remporte l'Oscar du meilleur acteur pour King Richard. Le sommet de sa carrière entrant en collision avec son point le plus bas. La même nuit, il fut interdit de cérémonie des Oscars pendant 10 ans. Plusieurs projets cinématographiques furent annulés. L'industrie se tut autour de lui. Les années qui suivirent furent dit compliquées. Émancipation, 2022, fut un échec au box-office. Bad Boys, Ride or Die, 2024, rapporta plus de 400 millions de dollars dans le monde entier et prouva que le public ne lui avait pas complètement tourné le dos. En mars 2025, il sortit son premier album solo en 20 ans, Based on a True Story, évoquant directement la gifle dans les paroles, essayant de faire face publiquement à ce qui s'était passé. Et tout au long de tout cela, Bel-Air, le reboot dramatique sur Peacock qu'il produisit lui-même, fut diffusé pendant 4 saisons de 2022 à 2025. Dans le final de la série, Will Smith apparut lui-même à l'écran, interprétant une version future du prince de Bel-Air, offrant sa sagesse à son moi plus jeune. Ce fut un moment de boucle bouclée, silencieux, chargé de sens, et incontestablement le sien. En 2026, l'histoire de Will Smith s'écrit encore. Le retour est incomplet, le verdict n'est pas encore rendu. Mais la série qu'il a fait et le personnage qu'il a créé restent intouchables. Numéro 11, Ben Vereen, dans le rôle de Lou Smith, le père de Will. Il y a des apparitions spéciales. Et puis il y a des performances si dévastatrices, si parfaitement placées au sein d'une histoire, qu'elles redéfinissent l'architecture émotionnelle tout entière d'une série. Ben Vereen apparut dans Le Prince de Bel-Air, dans le rôle de Lou Smith, le père absent de Will. L'homme qui était parti. L'homme qui revint avec des excuses, du charme et juste assez de chaleur pour avoir envie de le croire. Et qui repartit ensuite. Lorsqu'il apparut dans Le Prince de Bel-Air en 1994, il avait 47 ans. Un homme en pleine reconstruction personnelle douloureuse. Aujourd'hui, il en a 79. Et tout ce qu'il vécut entre ces deux moments rend son interprétation de Lou Smith encore plus remarquable. Il apparut dans Racine, la mini-série de référence de 1977 qui devint l'un des événements télévisés les plus regardés de l'histoire des États-Unis, interprétant le complexe et moralement compromis Chicken George. Une performance qui lui valut une nomination aux Emmy et consolida son statut d'acteur dramatique sérieux. Ce que beaucoup de gens ignoraient, c'est à quel point la carrière de Vereen était imposante avant tout cela. Il remporta le Tony Award du meilleur acteur dans une comédie musicale en 1973 pour Pipin. Il reçut une nomination aux Emmy pour Racine en 1977. Il survécut à la tragédie. Sa fille adolescente tuée dans un accident de voiture en 1987, lui-même victime d'une collision automobile presque fatale en 1992, et continua à jouer. Son apparition dans Le Prince de Bel-Air survint pendant cette période de reconstruction durement gagnée. Et d'une certaine façon, interpréter Lou Smith, un homme qui ne cessait de décevoir ceux qui avaient le plus besoin de lui, put avoir une résonance personnelle que seul Vereen lui-même aurait pu pleinement comprendre. En 2026, Ben Vereen a 79 ans et porte un héritage qui s'étend sur Broadway, la télévision, le cinéma et un arc dévastateur en tant qu'invité dans une sitcom que des millions de personnes se rappellent encore. Certaines performances restent avec vous. Celle-là ne vous quitte jamais. Numéro 12, Nia Long, dans le rôle de Lisa, la fiancée de Will. Elle débarqua sur ce plateau à la 5e saison et changea immédiatement tout. Lisa, présentée comme l'intérêt amoureux de Will dans les dernières saisons de la série, était intelligente, posée, drôle et totalement imperméable aux bêtises de Will. Elle était, en d'autres termes, exactement ce dont le personnage avait besoin. Et Nia Long l'interpréta avec une chaleur naturaliste qui rendait la relation genuinement réelle. Elle avait 24 ans lorsqu'elle apparut pour la première fois dans la 5e saison en 1994. Aujourd'hui, elle en a 55. Après la réunion de 2020, Long continua à travailler régulièrement. En 2022, elle fut la vedette de The Best Man, The Final Chapters sur Peacock, la suite longtemps attendue d'une franchise dont elle faisait partie depuis des décennies. Et puis, en septembre 2022, sa vie privée explosa sous les feux des projecteurs lorsque son fiancé, l'entraîneur principal des Boston Celtics, Ime Udoka, fut suspendu pour avoir eu une liaison avec une employée de l'équipe. La couverture médiatique fut brutale et en grande partie injuste, centrée sur sa carrière à lui, tandis que la douleur d'elle était traitée comme une note de bas de page. Elle dit très peu.
Elle se conduisit avec une composure qui émut visiblement ceux qui l'observaient. Fin 2025, elle avait parlé ouvertement des suites de cette affaire dans un article de couverture pour The Cut, décrivant comment elle et Udoka avaient atteint un lieu de paix et de respect mutuel en tant que coparents de leur fils. Le plus grand cadeau que vous puissiez faire à vos enfants, c'est de guérir votre traumatisme, dit-elle. Lisa n'eut jamais son dénouement dans la série, mais Nia Long obtint quelque chose de mieux, le dernier mot, à ses propres conditions.